Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler littérature avec l'auteur et journaliste responsable enquête police-justice à la rédaction d'M6, François Vignol. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler avec vous de deux ouvrages. Aujourd'hui, Gérald Darmanin, Le Baron Noir d'Emmanuel Macron, coécrit avec Laurent Valdiguier. Mais d'abord, parlons de votre polar À la source. C'est sorti en juillet cet été. Alors, c'est l'histoire d'un commandant divisionnaire qui, après avoir passé plusieurs années à la direction centrale de la police judiciaire, retourne donc dans sa ville de Bobigny et intègre le commissariat. Il va se retrouver au cœur d'une affaire d'État, c'est ça ? Tout à fait. Il a envie un peu de respirer, de finir sa vie, on va dire, tranquillement, parce qu'il a été dans les grands services, l'OCRVP, ces fameux cold cases, vous savez. Et puis, il se dit, je vais revenir dans cette ville de Bobigny, qui ne reconnaît pas beaucoup d'ailleurs. Hein. Et c'est un flic à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est un flic qui va privilégier le rapport humain et qui va faire travailler ce qu'on appelle dans le jargon des policiers les tontons. Les balances, les donneuses. D'ailleurs, on se rend compte que le dictionnaire fourmille de mots pour expliquer ce que sont ces indicateurs. Et donc, à la faveur d'un contrôle routier, il va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Selim. Puis il va se rendre compte que ce Selim, il a beaucoup de choses à se reprocher. Et là commence un rapport entre les deux, où le policier va lui dire, écoute, je peux peut-être régler certains de tes problèmes, mais toi, tu vas m'aider à m'immiscer un peu dans ton milieu et à me donner des informations. C'est comme ça que ça commence. Et c'est comme ça, souvent, que les grandes affaires naissent par des informations données par ce qu'on appelle le tonton. Alors vous avez coécrit ce livre avec Victor Darmon, c'est un très bon ami à vous, qui est policier lui en Seine-et-Marne, dans le 77. Alors au cours de sa carrière, il a notamment enquêté sur les cold cases, sur l'affaire Estelle Mouzin notamment. J'imagine que son expérience de l'univers policier a été un atout dans l'écriture de ce livre. Énormément, parce qu'il savait comment ça marchait, comment une enquête fonctionnait, et il a pu justement nous éclairer sur ce rôle des tontons. Me dire en fait que le tonton, c'est comme si vous étiez dans une forêt noire et que vous deviez atteindre un but. Le problème, c'est qu'il fait très noir. Et puis, il y a quelqu'un qui va vous taper dans l'épaule en vous disant « Hé, moi j'ai une torche, je peux t'aider. » Alors, vous allez aller beaucoup plus vite pour atteindre votre endroit. Le problème, c'est la probité de celui qui vous accompagne avec sa torche. Est-ce qu'à un moment, il ne va pas vous foutre dans le ravin ? Et c'est toutes ces relations entre policiers et tontons qui sont parfois des liaisons dangereuses parce que votre tonton, il sort pas de Polytechnique. Est-ce qu'il est fiable aussi ? Comment ? Est-ce qu'il est fiable, le tonton ? Est-ce qu'il est fiable ? Est-ce qu'il n'est pas fiable ? Vous posez toujours la question, pourquoi il va me donner ça ? Est-ce que c'est parce qu'il réclame un peu plus ? Est-ce que c'est parce qu'il veut éliminer l'équipe d'à côté ? Sans réponse à cette question, pourquoi il me parle ? On va souvent droit dans le ravin, justement. Alors, vous avez d'habitude plutôt l'habitude d'écrire des enquêtes basées sur des faits réels. Qu'est-ce qui vous avait donné envie de découvrir l'univers du polar et de vous lancer dans ce mode d'écriture ? C'est la première fois ? C'est la première fois. C'est la première fois avec une certaine appréhension parce qu'on saute dans le grand vide. On donne un peu de soi, finalement. Une enquête, elle est très paramétrée. Hein. Vous avez un point A, vous allez à un point Z, et puis vous ne pouvez pas faire d'entorse à la vérité. En tout cas, vous essayez de ne pas trahir les faits. Là, vous avez toute cette latitude pour donner un peu de vous-même. Et on a essayé, tous les deux, dans ce pot-là, de raconter un peu la façon dont le policier fonctionnait, ses rapports avec ses collègues, ses craintes parfois, l'évolution du métier. Et puis pour le journaliste, parce qu'il y a un journaliste à l'intérieur. Et là aussi, vous avez pu faire profiter de votre expérience. Bien sûr, il y a le petit Vignol d'il y a 20 ans, alors avec un autre prénom et un autre nom, qui rêve de décrocher son Watergate et qui a aussi ce rapport avec un policier qui est parfois d'aller chercher des informations. Et puis parfois, il n'est pas naïf. Le journaliste, il sait que le policier va lui poser des questions pour savoir où en est une enquête ailleurs dans un autre service. Quel est le message principal que vous avez souhaité faire passer à travers ce polar ? C'est l'image de la police, l'image du journalisme ? Il y a tout un tas de messages, j'imagine, que vous avez voulu faire passer ? On voulait d'abord restituer une photo de la police assez fidèle, Parce honnête. que même si c'est une fiction, il y a quand même un message derrière la fiction. Oui, on est allé se nourrir en fait d'enquêtes qu'on avait vues. Alors forcément pas avec les mêmes noms, forcément pas avec les mêmes enquêtes, mais finalement on s'est servi de ce terreau pour faire cette histoire et
C'est une photographie un peu d'une évolution de la criminalité. Notre fameux commissaire Floréal, quand il rentre à Bobigny, il retrouve cette ville un peu changée. Hein, ce fameux savoir-vivre ensemble, il a évolué, il a changé. On sent que tout ça s'est fissuré, tout ça s'est effrité. Et puis on voit un gamin de la banlieue qui essaye de s'en sortir avec des méthodes qui ne sont pas toujours légales. Et on essaye de tisser un dialogue entre les deux. On n'est pas naïf, hein. Il est policier, moi je suis journaliste. Mais c'était cette photo de la France qu'on voulait restituer et de manière la plus fidèle possible, à hauteur du bitume finalement, avec nos personnages. À la source, c'est donc disponible aux éditions Hélène Jacob. On va parler à présent d'un autre ouvrage que vous avez coécrit cette fois avec Laurent Valdiguier. C'est Darmanin, le baron noir d'Emmanuel Macron. Alors vous expliquez dans ce livre comment ce jeune politique venu du Nord est devenu l'un des ministres les plus importants de la République. Mais c'est avant tout un politique qui a un parcours extrêmement classique. Comment a-t-il débuté, Gérald Darmanin ? Gérald Darmanin, il débute comme les anciens LR, qu'on appelait le RPR à l'époque. C'est-à-dire que dès l'âge de 16 ans, dans Paris, il va coller des affiches. Et il milite. Et il milite. Il milite jour et nuit. D'ailleurs, on a rencontré des élus parisiens qui disaient on ne pouvait pas l'arrêter. Et puis ensuite, il va à Sciences Po Lille. Et puis ensuite, il va apprendre auprès d'un député, un député un peu sulfureux, controversé, Christian Van Est. Il va apprendre le métier comme ça. Et finalement, c'est déjà à 39 ans, Gérald Darmanin, un vieux politique, parce qu'il coche toutes les cases. Il a été député, il a été maire, il a été conseiller départemental, même si aujourd'hui, il quitte ce poste. Et à 39 ans, encore une fois, c'est très très jeune, après avoir été ministre du budget, il est double ministre de l'Intérieur, qui est un poste crucial au sein d'un gouvernement. C'est là où on voit tout et c'est là où on a des remontées d'informations très délicates. Alors c'est aussi peu connu, mais c'était l'un des très proches de Xavier Bertrand au départ. Oui, ils se rencontrent ensemble dans les années 2000 et Xavier Bertrand va être un peu l'un de ses mentors. Hein. Après, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, ils plaisanteront en disant on est en garde alternée tous les deux pour le petit Gérald. Et Gérald Darmanin, il a une idée incroyable qui est que pour l'élection de la région, dans le Nord, où Marine Le Pen était en tête, où le Front National faisait des scores incroyables, lors d'un repas, exactement, il dit à Xavier Bertrand, écoute, ton tour pour la prochaine élection présidentielle, c'est pas maintenant, tu vas aller chercher la région. Là, on est à table avec tout l'entourage proche de Xavier Bertrand et tous regardent Gérald Darmanin en disant non mais c'est pas possible, on court à la catastrophe. Finalement, Bertrand va suivre Darmanin et il va être élu président de la région, ce qui a été un coup de maître pour Gérald Darmanin, qui était un excellent directeur de campagne. Et puis après, contre toute attente, il est finalement passé chez les macronistes pour ce poste, donc pour être ministre du budget en 2017. C'était vu comme une trahison par la part des LR ? Il est considéré par beaucoup de LR encore comme un traître, un félon. Pourquoi ? Parce qu'en 72 heures, avant le second tour, il va recevoir des gens chez lui de LR à Tourcoing, en faisant des salamèques, en disant « je suis avec vous ». Et en 72 heures, il va basculer de l'ancien monde au nouveau monde. Il y a une scène qui est totalement incroyable, qu'on raconte dans le livre, c'est qu'au moment de l'investiture d'Emmanuel Macron, il est chez lui, il est en train de regarder l'investiture devant la télé, et puis il reçoit un coup de fil. Bonjour, monsieur le président, voudrez-vous voir tout de suite. Il croit que c'est une blague d'ailleurs. Il croit que c'est une blague de Nicolas Sarkozy. Il dit arrêtez, écoutez, il est en train de voir Emmanuel Macron à la télé. On dit non, vous venez tout de suite. Donc il prend sa voiture, il fonce sur la 1, il arrive à Paris, il va rentrer pour la première fois à l'Élysée, et là il monte, rencontre avec Emmanuel Macron qui dit je veux que vous soyez mon ministre du budget. C'est le premier, l'un des premiers à être reçu par Macron, et encore plus fort, lui dit mais qui va être le Premier ministre ? Parce que bien sûr, il soumet sa réponse par rapport au choix du Premier ministre. Et là on lui dit Édouard Philippe qui est un copain, ils ont parlé ensemble, on suppute qu'il sera peut-être le Premier ministre. Il dit d'accord, ok. Il descend, Darmanin, il est tout chose, il est surpris, émoustillé. Et là il reçoit un coup de fil de qui ? De l'ancien président Nicolas Sarkozy. Enfin, c'est lui qui l'appelle, pardon. Là, il appelle Nicolas Sarkozy. Et il est
tenailler entre sa fidélité ancienne pour Nicolas Sarkozy et sa fidélité toute neuve pour Emmanuel Macron. Et alors, il dit bonjour Nicolas. Nicolas, il dit bonjour, mais pourquoi tu m'appelles? Bah voilà, je voulais te dire quelque chose d'important. Merci Emmanuel. Je vais être ministre du budget. Silence derrière. Oui, mais ministre délégué ou ministre... Non, ministre plein pouvoir. Puis après, il lui demande ministre de qui? Alors, là, d'abord, Nicolas Sarkozy, il n'est pas très content parce qu'il se rend compte quand même finalement que Emmanuel Macron est ministre du budget comme il a été, mais beaucoup plus jeune. Et après, il lui dit, mais qui sera ton Premier ministre? Et là, silence d'Emmanuel Macron. Et là, pardon, silence de Gérald Darmanin qui est pris entre ces deux fidélités. Et Sarkozy lui dit, écoute, il y a deux possibilités. Soit tu me prends pour un con, et parce que tu ne le sais pas, ou soit tu le sais et tu me le dis pas, et c'est un manque de fidélité. Et là, il lui dit, eh bien, Nicolas, ce sera Édouard Philippe. Gros silence au téléphone. Et là, Nicolas Sarkozy dit, je ne comprends plus rien à la politique. Voilà les premiers pas de Gérald Darmanin en politique qui sont à l'Élysée, qui sont incroyables. Donc, Gérald Darmanin, le baron noir d'Emmanuel Macron, voilà votre livre donc biographique sur Gérald Darmanin. Vous évoquez aussi son ambition pour Matignon, pour l'Élysée, mais également son rapport avec les femmes qui peut constituer un handicap pour son ambition. Merci François Vignol. Merci beaucoup de m'avoir reçu. D'avoir été avec nous dans le MAG sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes auteur et que vous avez donc coécrit ce livre avec Laurent Valdiguier aux éditions Robert Laffont.